Eh bien, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois devant vos petits écrans, partout où vous êtes ce soir et vous recevez la télévision deuxième. Soyez tous les bienvenus. Il est 20h30 dans nos studios et c'est bien l'heure de l'émission comme tous les lundis à partir donc de 20h30 minutes. La 2 Sport, nous sommes lundi 28 février 2022. Donc pour cette émission, nous allons parler bien évidemment de la qualification des éperviers dames pour la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2022. Nous allons parler également du championnat national de football de première division avec la fin des phases de groupe et nous irons également dans les établissements scolaires pour parler du championnat scolaire qui se déroule donc à ce niveau. Mais bien avant cela, nous allons quand même rendre hommage à cette grande personnalité, à cette icône du football togolais qui est donc parti. Même si c'est un administrateur, il restera quand même gravé dans les mémoires pour tout le travail qu'il a abattu. Voilà donc le menu de cette émission de ce soir sur ce plateau avec nous, Nieni Sebabi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir le public sportif. C'est un agréable plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur cette chaîne TVD pour partager cette émission sportive avec tout le monde. Voilà, vous êtes souvent disponible à répondre à nos invitations et nous tenons une fois encore à vous dire infiniment merci pour cette disponibilité justement et toutes les expériences que vous mettez à notre disposition pour éclairer donc l'opinion publique. Merci beaucoup, c'est de bonne guerre parce que lorsque vous avez une tête pensante en football, c'est bien que vous partagez avec le public sportif, qu'ils comprennent ce que vos idées, vos philosophies et tout, pour que tout le monde puisse en profiter ces derniers moments où nous voulons que le football togolais puisse vraiment émerger. Voilà donc que le football togolais émerge, ce sera donc le sport roi en majorité donc dans cette émission. Le football, et bien avant cela, comme nous l'avions dit dans notre introduction, permettez quand même que nous puissions rendre hommage au secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Chris Daké, qui a tiré sa révérence. C'était donc le 25 février dernier et c'était tombé comme un coup perré, difficile donc au landerneau sportif ou du moins le landerneau footballistique togolais de digérer cette nouvelle là, cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle qui était tombée, le décès de Chris Daké, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Alors, Nieni Sebabi, comment avez-vous accueilli cette triste nouvelle? Je pense que c'est comme si on avait reçu un coup de massue à la tête. Moi, je peux dire que je suis proche de lui, je suis un proche collaborateur avec lui. Je travaille tous les jours avec lui, on se voit tous les jours, on discute tous les jours, on échange vraiment sur l'avenir du football togolais dans son ensemble. Donc je pense que je suis la première personne vraiment à recevoir le coup, à perdre un homme de valeur, un homme, comme tu l'as dit tantôt, une icône de football togolais. Mais c'est triste, mais c'est la vie. Tant que nous sommes sur terre, on devrait attendre une fois partir. Mais je peux dire que ce monsieur est parti un peu tôt, au moment où vraiment on était dans un bureau pour travailler sur la professionnalisation de notre football. Et c'était le président de ce comité. Aujourd'hui, il est parti. Ça fait du mal, ça nous fait mal, ça nous a tous touchés, ça nous a écœurés. Mais je pense que c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Il connaît le moment où il va nous prendre. Donc nous allons faire que le souhaiter un bon repos éternel et que la terre lui soit légère. Vraiment qu'il repose en paix, que la terre lui soit légère. En tout cas, ça ne sera jamais assez de lui dire hommage pour tout ce qu'il a fait pour le football, puisqu'il est passé également de l'autre côté de l'université avant donc d'atterrir à la fédération, sans oublier le club des Anges de Notien. Il faut le rappeler, Chris Daké donc a
été porté à la tête du secrétariat au niveau de la fédération 23 février 2021 et 25 février 2022. Il quitte la terre des vivants. C'est vraiment triste, mais que dire, comme vous l'avez dit, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a retiré. Et je crois que au cours donc de ces différents matchs qui ont eu lieu ce week-end, il y a eu une minute de silence, il y a eu le brassard noir et tout ceci pour rendre hommage à cette personnalité. Oui, parce qu'il faut le rendre cet hommage très vivant, il faut le faire à chaud. Donc je pense que la fédération a su aussi le faire. Et vraiment en observant cette minute de silence à sa mémoire et en portant le brassard pour prouver au monde du football international et national que la fédération, le football togolais a perdu une grande personne. Voilà, donc on va marquer une courte pause pour écouter également cette réaction à chaud, on va dire, avec donc le directeur des sports et le directeur des sports scolaires et universitaires. Nous l'avons approché ce matin également puisqu'il devait être le deuxième invité sur ce plateau, mais compte tenu de son agenda, il a accepté quand même de nous accorder une interview. On le suivra plus longuement donc au cours de cette émission, mais pour l'instant, écoutons sa réaction ou ses propos à la suite du décès de notre cher regretté Chris Daké. Je voudrais d'abord dire toute mon affliction à la suite de la disparition tragique du secrétaire général de la fédération, feu Chris Daké. Je suis peiné parce que j'avoue que les mots me manquent. C'est une de nos branches qui vient d'être coupée, qui vient d'être amputée au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires. Quand en 2017, je prenais cette direction, le championnat scolaire et universitaire était comme divisé en deux pôles. Il y avait le volet scolaire qui était organisé au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires. Et au niveau des universités, il y avait leur championnat également qui était organisé séparément. Alors qu'institutionnellement, on avait une direction qui avait la charge de piloter la promotion des sports en milieu scolaire et universitaire. La seule personne que j'ai eue à mes côtés pour mettre ensemble cette organisation et valoriser et booster les championnats scolaires et universitaires, c'est bien entendu M. Chris Daké qui vient de nous quitter. La toute première fois, en 2017-2018, au lancement, nous avons constaté la mobilisation de toutes les entités, y compris les universités, grâce à Chris Daké. Nous avons remarqué leur présence au final national. C'est grâce à lui, grâce à son sens élevé d'écoute, grâce à sa disponibilité, nous avons pu travailler ensemble pour qu'on revoie au niveau national les championnats scolaires et universitaires collaborer. C'est une personne hors norme que nous venons de perdre au niveau des sports scolaires et universitaires, mais au niveau du sport de façon générale, il a montré sa disponibilité, son caractère à vouloir travailler d'arrache-pied pour relever le niveau de la pratique du sport dans notre pays. Il a été l'artisan, le catalyseur. Il a été le révolutionnaire des sports au niveau de l'université de Lomé. Et j'avoue que grâce à lui, on a pu quand même constater une évolution cohérente. Parce que quand il se déroulent les championnats scolaires, quand ces championnats ne se poursuivent pas au niveau universitaire, c'est qu'il y a une cassure, il y a une coupure. Grâce à lui, nous avons pu constater la continuité de l'organisation de cet événement qui part du cours primaire au collège, du collège au lycée et qui a l'apothéose
tombe au niveau de l'université, grâce à Chris Dake, nous avons vécu des moments intenses, nous avons vécu des moments de joie, des moments vraiment au niveau du sport universitaire. C'est une grande personnalité que nous venons de perdre. Nous avons encore avec lui des projets. Nous avons des projets. Grâce à lui, nous sommes allés de réflexion en réflexion, d'échange en échange pour améliorer l'organisation au niveau de nos compétitions. Nous avons des projets. Le projet phare qui nous lie actuellement, c'est le championnat panafricain scolaire que la CAF a lancé et qui doit démarrer en mars. Nous sommes ensemble sur ce projet quand Dieu a décidé autrement. Vraiment, je suis peiné, mais je voudrais, au nom de la direction des sports scolaires et universitaires, présenter toutes mes condoléances à sa famille biologique, à toute la famille sportive et prier pour le repos éternel de son âme. Les projets que forme l'homme proviennent de son cœur, mais la réponse que donne la bouche provient de Dieu. Dieu a donné et Dieu a pris à lui la gloire pour tout. Chris Dake repose désormais en paix et que tes œuvres t'accompagnent. Et nous espérons que l'Éternel saura donc réveiller d'autres talents afin d'assumer donc cette lourde mission, cette tâche, ces différentes tâches que vous avez eues à commencer, qui ne sont pas donc terminés. Dieu saura susciter d'autres talents au Togo afin donc de poursuivre donc ces activités. On ne cessera jamais assez de le dire, que la terre te soit légère ou que tu seras, en tout cas quelque part, comme on le dit souvent, si les morts ne sont pas morts, que nos intentions soient portées vers cette personnalité-là. Oui, les gens disent que Chris Dake est mort et il restera vivant dans leur esprit, dans leur corps. Que ça soit ici, et puis voilà, tout a été dit par Zibo. Pour nous, comme on l'a dit tantôt, que la télévision légère, vraiment ça puisse atteindre l'éternité dans le royaume de Dieu. Merci bien donc à notre directeur technique national qui est sur ce plateau avec nous, Nieni et Sebabi. C'était à l'instant notre carnet noir, le carnet noir de cette émission. Nous parlions donc, nous adressons donc nos hommages à Chris Dake qui n'est plus de ce monde des vivants. Vous avez écouté le directeur Zibo Ayouba, donc directeur des sports scolaires et universitaires que nous allons recevoir dans le courant de cette émission. Mais pour l'instant, permettez que nous puissions revenir dans le bain donc de notre émission de ce soir. La triste nouvelle arrivait à un moment où il y avait quand même une autre nouvelle, mais cette fois c'était la bonne pour les footballeurs togolais ou le monde footballistique togolais. C'était donc la qualification pour la première fois, on va dire, à la CAN féminine. Les dames qui sont allées arracher leur qualif, ils n'ont pas joué à domicile, mais c'était à l'extérieur et elles ont arraché cette qualification-là. Les éperviers dames, comment avez-vous reçu cette autre nouvelle? Oui, bon, une qualification historique, comme tout le monde l'a dit, puisque c'est la première fois qu'une équipe nationale épervier dames du Togo d'une catégorie senior est qualifiée pour la CAN Maroc 2022. Je pense que ça a été concrétisé à la suite d'une bonne planification, d'une bonne organisation, d'abord du ministère de la Jeunesse et des Sports et ensuite de la Fédération togolaise de football, qui a su commencer très tôt les préparatifs, bien sûr, par l'entremise de la sélectionneur Madame Kaï Tometi, qui a fait un bon boulot et qui a travaillé sur tous les plans, physique, tactique, technique et surtout mental, pour que nos filles, déjà au match aller, puissent faire un pas vers la qualification et au match retour aller terminer la mission, la tâche qui était de l'heure de qualifier historiquement notre équipe nationale féminine pour la CAN Maroc 2022. N'est-ce pas quand même là, on va dire, est-ce que c'est
c'est un leurre ou c'est quand même, vous l'avez souligné, le travail qui a été fait par Madame Tometi avant donc que les filles ne parviennent ou les dames ne parviennent donc à cette qualification. Mais la mission va s'annoncer vraiment difficile quand on voit un peu les pays qui sont qualifiés pour la CAN. J'en viendrai très bientôt à ces nations-là que j'ai sur mes papiers ici. Mais lorsqu'on revoit un peu la matière à notre niveau, il n'y a pas de championnat féminin, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'activité en tant que telle. C'est comme c'est l'arbre qui va cacher la forêt, et apparemment cette victoire, cette qualification. Non, je pense qu'au niveau des filles, c'est un peu semblable pour tous les pays. Vous comprenez que l'équipe gabonaise ne s'est jamais retrouvée au Gabon. C'est des joueuses qui sont dans la sous-région que l'équipe gabonaise a rappelé rapidement par rapport à la compétition pour venir compétir. Au niveau des autres pays aussi, l'organisation du football féminin n'est pas celle du football masculin. Mais je pense qu'avec cette qualification, nos joueuses vont comprendre qu'elles sont en forme, qu'elles sont plus motivées, qu'elles ont, qu'elles ont la force ou l'énergie, qu'elles ont pas le niveau, qu'elles ont une machette bien pour pouvoir aller couper plus loin l'arbre. Donc je pense que cette victoire les donne une motivation en quelque sorte supplémentaire pour leur donner une confiance, pour dire que elles ont des facultés, elles ont des capacités pour aller chercher plus loin dans la compétition au Maroc. Mais tel que vous le dites, je pense que tout va se passer si nous reprenons l'organisation, c'est-à-dire que nous reprenons les regroupements très tôt, nous travaillons parce qu'il y a eu beaucoup de situations, il y a eu beaucoup d'incorrections, il y a eu beaucoup de thématiques que Madame a relevées, le staff a relevé. Nous travaillons là-dessus d'une manière pérenne, plus long. Donc je pense qu'on peut aller surprendre à la CAN. Mais il faut reconnaître que quand on arrive dans ces genres de compétition, il n'y a pas de petite équipe. Ça dépendra de la manière dont nous sommes préparés, de la manière dont nous sommes motivés avant d'y arriver, et on peut créer une surprise. Il faut rappeler donc que le Burkina Faso et le Togo disputent pour la toute première fois cette compétition. Elles sont au total 12 nations donc à se qualifier pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui va se dérouler du 2 au 23 juillet, 2022 au Maroc. On cite l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, le Togo, la Tunisie et la Zambie. Voilà donc les 12 nations qui vont s'affronter à partir donc du 2 jusqu'au 23 juillet. Mais c'est du gros, parce que j'ose croire que le Burkina et le Togo font leur première participation. D'autres en font 2, d'autres en font 16, d'autres en font même 12 participations. Quand on prenait le Cameroun, le Nigeria. Voilà, donc c'est des équipes qui sont rompues dans ces genres de compétition. Mais néanmoins, aujourd'hui, le football fait en sorte qu'il n'y a pas dans ces situations de phase de poule ou bien de phase de jeu, il n'y a pas une équipe qui part en victime résignée. Donc tout le monde va aller vendre cher sa peau, tout le monde va aller vendre cher son drapeau. Donc je pense que les Togolais, par rapport à ce qu'ils nous ont montré, ce qu'elles nous ont montré dans les 2 matchs, je pense que le mental y est. La motivation y est, la concentration y est, la rigueur y est. Donc il suffit qu'on fait l'ensemble de tous ces mots et qu'on travaille là-dessus encore plus. Donc je pense qu'elles vont nous représenter vraiment valablement et essayer d'aller pour la première fois, pourquoi pas en demi-finale. D'accord. Alors, vous êtes directeur technique national. Permettez quand même qu'on puisse revenir sur le plan technique puisque vous êtes également entraîneur. Alors, nous sommes aujourd'hui le 28 février, donc d'ici à juillet, puisque ça commence le 2, le début du mois. Donc, nous disons que nous avons probablement 4 mois à l'intérieur, 4 mois pour y arriver de façon technique.
comment préparer une telle compétition? Non, je pense que la planification, Madame Temoti Kaye n'est pas des restes. Elle saura vraiment faire une grande planification. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est institutrice CAF. Voilà, donc je pense que sur ce plan, je n'ose pas dire qu'il y aura défaillance parce qu'elle saura vraiment faire une bonne planification, une bonne organisation dans la période des 4 mois. Elle a eu le soutien du ministère, elle a le soutien de la Fédération togolaise du football, elle a le soutien de la direction technique nationale. Donc je pense que c'est à elle de nous donner une planification des 4 mois de comment elle veut préparer l'équipe avant la compétition. Et s'il y a des réajustements, on va réajuster et vraiment la mettre en confiance. Non, la mettre dans un environnement sain, dans un environnement propre pour pouvoir faire ce stage tranquillement et vraiment échanger avec les joueurs, les donner les moyens, les capacités physiques, techniques, tactiques pour pouvoir aller représenter valablement le pays sur le plan continental. D'accord, vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour en parler, mais permettez-moi quand même de vous titiller. Tout ce plan, toute cette organisation dont vous parlez, vous avez fait mention, ça passe également par les moyens, surtout financiers. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Cette planification est figée sur les finances. Mais je pense que Madame la ministre l'a dit, le président de la fédération l'a dit, elle aura tous les soutiens du ministère en charge du sport et de la fédération. Je pense qu'ils vont mettre les moyens à sa disposition, puisque cette grande honneur qu'elle nous a faite, que les éperviers dames nous ont fait, ne va pas tomber dans l'eau. Elles ont eu ça, on a démontré autour d'elle, autour du staff, autour de toute l'équipe, le soutien du gouvernement, le soutien de l'État. Mais je pense que si ça continue comme ça, nous n'allons que vraiment se préparer correctement et puis représenter valablement le Togo. En tout cas, on l'a vu du côté donc de la CAN, on va dire masculine, la CAN des hommes. Il n'y avait pas de petite équipe, il n'y avait pas de petite nation. Toutes les équipes au départ quand même se valaient et il y a de ces nations-là quand même qui se sont vraiment révélées et nous espérons que le Togo aussi peut se révéler donc à travers cette compétition qui s'annonce. Le tout maintenant est de mettre les moyens et c'est donc l'occasion pour nous d'appeler encore une fois à toutes ces autorités, surtout les dames qui tiennent encore le pouvoir, de se lever et de révéler vraiment qu'elles sont prêtes à accompagner ces jeunes dames qui ont honoré le Togo à travers cette qualification pour la première fois à la CAN. Rappelons que ça doit être la 14e édition de cette compétition et c'est pour la première fois que le Togo participe. Il ne faut pas aller faire figuration, mais il faut aller pour vraiment prouver que nous avons aussi de la matière et que nous pouvons les vendre. Surtout que c'est une vitrine pour ces jeunes dames qui doivent désormais s'exporter pour aller vendre leur talent. Moi, sincèrement, je ne doute pas du talent que j'ai vu sur ces jeunes filles. Je ne doute pas. Et puis, je ne doute pas aussi de l'engagement. Je ne doute pas aussi de la détermination. Mais comme vous l'avez dit tantôt, le nerf de la guerre, c'est les moyens. Donc, que vraiment les dames qui sont aujourd'hui au gouvernement mettent la main dans la poche, essaient de vraiment parler pour qu'on puisse donner tous les moyens nécessaires à cette jeune équipe qui va vraiment nous représenter valablement, moi j'ose croire. Merci bien. Sinon, pour l'instant, c'est la victoire savourée, mesdames. On a vu le retour, l'ambiance qui a prévalu donc depuis le coup de sifflet final jusqu'au vestiaire, jusqu'à l'hôtel, jusqu'à l'aéroport, jusqu'à la destination et tout ce qui va avec. On a quand même vu l'ambiance qui a prévalu au cours de ces différentes séquences et nous espérons que cette même ambiance va continuer jusqu'à la qualification, jusqu'à la participation de la CAN. Pour l'instant, savourée, mesdames, et nous espérons que derrière on va bien se préparer pour vraiment aller représenter valablement le Togo à la compétition. Pour l'instant, c'est ce qu'on pourra dire sur cette catégorie ou cette discipline ou cet aspect-là. Nous reviendrons peut-être dans le courant de nos prochaines émissions si besoin y en est. Merci beaucoup. On va passer donc à un autre volet de notre débat de ce soir. On va parler championnat maintenant masculin avec la première division qui a disputé la 14e journée ce week-end. 14e journée qui marque donc la fin des phases de poule, les phases de poule avant donc d'aller au play-off. Vous êtes directeur technique national. 14 journées, ça suffit quand même pour évaluer
des équipes? Oui, on fait une évaluation à mi-parcours en attendant de faire une évaluation définitive. Je pense que s'il faut parler de l'évaluation, nous pouvons dire qu'on a vu un football moyen. On a essayé de voir la zone nord qui a dominé, où les équipes ont plus émergé, qui ont dominé leur sujet là-bas. Le vertige était tombé même avant même la fin. Alors qu'au niveau de la poule sud, il a failli attendre la dernière journée pour savoir quelle équipe qui va être la troisième place qui va se qualifier pour le play-off. Mais ce que nous avons remarqué, je pense que le niveau est en train de se niveler dans tous les côtés. Nul n'était la petite maladresse à Sokodé entre Kakadle et Semassi de Sokodé. On aurait pu dire qu'on a fait un championnat avec, comment vous le dites, un championnat violence zéro. Mais malheureusement, cet incident a pu quand même entacher un peu ce championnat. Mais néanmoins, je pense que tout reste positif, puisque nous avons vu des équipes qui ont vraiment développé le football, qui sont mieux organisées que les autres. Donc ça permettra à d'autres équipes l'année prochaine de s'organiser mieux pour être dans les playoffs et continuer le championnat. D'accord, vous allez prendre un peu de souffle, le temps pour nous de retourner du côté de la régie et donc prendre cet élément qui nous fait un petit briefing de cette 14e journée avec donc les victoires, les défaites, les matchs nuls, le résultat, l'ensemble donc des résultats et le classement. Donc à l'issue de cette 14e journée, on en fait une idée. Juste derrière, on va décrypter les clubs qui jouent les playoffs et puis les clubs qui tombent en deuxième division. À très bientôt. Au stade de Kégué ce dimanche, l'AS Togoport donnait rendez-vous aux Anges de Notiens pour ce 14e et dernier acte de la phase de poule du championnat national de football de première division. L'AS Togoport qui était en ballottage avec l'Entente 2 et l'AS OTR, mais avec un avantage au point, avait besoin d'une victoire face à son adversaire du jour afin de se qualifier pour les playoffs. Les Dockers n'ont donc pas tremblé devant les Anges de Notiens. 1-0 a suffi à l'AS Togoport d'arracher les 3 points de la journée. C'est un plaisir pour nous de gagner ce match dans la mesure où c'est un match décisif pour nous pouvoir aller jouer les playoffs. Et ça a été fait et nous sommes contents. C'est un match piège dans la mesure où il fallait faire attention, ne pas encaisser et en même temps gagner le match. Il fallait être prudent et on a joué la prudence. Raison pour laquelle on jouait un peu en bloc médian par après, en bloc haut et puis on alternait. Le football c'est souvent comme ça, sinon on allait gagner ce match-là. Pourtant, on s'est donné quand même, mais les enfants ont manqué un peu de réalisme et ça a failli. On a commencé le championnat cette année avec des difficultés. Quand on s'est rattrapé, on s'est dit on doit terminer le championnat en beauté. C'est le pourquoi on s'était engagé dans le match. Dans les autres rencontres disputées pour le compte de cette 14e et dernière journée des phases de poule, Bolossou s'est incliné face à Gomido 1-0. Dito a battu Kotoko 3-0. Entente 2 s'est imposé 2-1 devant l'AS OTR. Sarah et Unisport se partagent les points de la journée après un score nul d'un but partout. L'AS Bina est venu épingler Semassi 1-0. Match nul et vierge entre Kakadl et Asco. Et enfin, l'ASK domine Ifodja 2-0. D'après le classement général à l'issue de cette 14e et dernière journée des phases de groupe, Dito, Gomido et AS Togoport sont qualifiés pour les playoffs dans la zone sud et Kotoko tombe en deuxième division. Et dans la zone nord, Asco, ASK et l'AS Bina vont disputer les playoffs et Ifodja est relégué en 2-2.
Et bien voilà, donc nous sommes de retour dans ce studio pour la suite de cette émission. Les playoffs qui vont devoir donc commencer prochainement. Lorsque nous revoyons un peu le classement, nous revoyons un peu les résultats, c'est désormais consommé pour... On va commencer peut-être par le bas du tableau avant de remonter, puisque là, les playoffs sont là, on en parlera plus tard. Mais là, quand on tombe, il faut dire tombe. Oui, mais c'était prévisible. Ils ont mal commencé le championnat. On ne peut pas savoir en réalité ce qui s'est passé au sein de leur administration ou bien au sein de leur état-major. Mais j'ai osé croire que depuis le début du commencement, qu'ils sont restés derniers. Ils ont terminé aussi derniers jusqu'à la fin. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque part, peut-être le recrutement a été mal fait, peut-être la préparation a été mal faite et on paye cash en football. Donc, je pense que je les exhorte à vraiment... Certains clubs vont tomber à cause des moyens financiers, mais quand il faut ne vont pas tomber à cause des moyens financiers. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé des moyens financiers parce que là, j'ai dit peut-être qu'une mauvaise organisation, un mauvais recrutement, ils n'ont pas vu commenter les préparations. Ça peut faire que l'équipe ne va pas vraiment jouer à toutes ses potentialités pour pouvoir être dans l'élite de première division. Mais néanmoins, je pense que c'est des leçons, ils auront appris et rapidement, l'année prochaine, ils vont s'y mettre pour pouvoir revenir rapidement. Mais vous comprenez que ce n'est pas ces équipes-là qui sont tombées, qui ne sont pas bien comportées. Il y a des équipes qui sont restées dans le classement, par exemple Saint-Massi qui n'a pas prouvé beaucoup de choses dans la poule nord, par exemple Auxerre aussi qui n'a pas trop prouvé beaucoup de choses dans la poule sud. Donc toutes ces équipes qui sont parties sur ce championnat marathon, sur ce championnat d'endurance, peut-être que celles qui ont résisté ont pu se maintenir et celles qui n'ont pas pu résister sont tombées. Kotoko finit comme orphelin, ça s'explique davantage là-bas? Oui, Kotoko, tel que je l'ai dit, peut-être que moi je parle d'une manière générale, technique, parce que peut-être qu'ils ont fait un mauvais recrutement. Ils ont fait une mauvaise planification, ils n'ont pas vite commencé les préparatifs. Ça aussi, ça peut entraîner leur échec. Et de l'autre côté aussi, à Takwame aussi, bon, voilà, l'année passée, ils sont rentrés en première division. Et ils sont revenus. Donc peut-être que là-bas aussi, ils n'ont pas fait un bon projet, ils n'ont pas fait une bonne planification, ils n'ont pas bien recruté les joueurs qui se doivent. Donc ça peut expliquer aussi cette rechute et cette retombée de deuxième division. On espère qu'ils vont revenir très bientôt pour le bien de ces localités, Lavier et Atakwame. Et donc ces deux clubs qui vont disputer la deuxième division. Malheureusement, c'est des clubs qui sont proches. Qui sont comme ils se sont entendus pour partir et se préparer pour l'année prochaine en D2. En tout cas, on verra bien. On va parler quand même du haut des tableaux. Dans la zone sud, il y a le dynamique togolais Gomido et puis l'AS Togopol qui se qualifie pour les playoffs. Oui, mais c'était prévisible lorsque ça s'est lancé. Nous avons vu les robots rouges vraiment démarrer. Tambour battant. Ils n'ont pas fléchi. Voilà, et le résultat est là. Ils ont fait un bon travail. Et félicitations au coach Bawa. Voilà, quand tu comprends aussi Gomido, vous comprenez que l'engouement qu'il y a derrière l'équipe, les moyens qu'on met derrière l'équipe, Gomido ne fera que se qualifier. Et puis avec beaucoup d'expérience de cet entraîneur Amégan Didier, et puis le retour de Wame Dové, le retour de leur ailier gauche l'ivoirien Kone. Donc vous comprenez qu'ils ont fait rappel à certains cadres de l'équipe qui sont revenus et ils ont pu amener leur expertise, leur savoir-faire, leur pointe dans l'équipe et l'équipe ne fera que se qualifier pour le plus-haut. Félicitations à Gomido parce que quand vous vous sentez dans le championnat, c'est l'équipe qui a plus de supporters, qui a plus d'engouement, avec des supporters qui croient en leur équipe et qui pensent que l'équipe peut faire quelque chose et au finish l'équipe arrive à faire quelque chose. C'est ces genres des équipes qu'il nous faut pour booster un peu notre championnat. Parce qu'on manque de supporters, supporters au niveau de nos clubs. Lorsque vous voyez le championnat militaire,
quand vous comparez à notre championnat civil, ça ne se ressemble pas. Les gens ne savent pas supporter leur équipe. Ils sont là pour critiquer les présidents, pour critiquer les staffs, au lieu de vraiment ici donner, critiquer les arbitres, le 12e joueur de l'équipe, pour pousser l'équipe à la victoire. Plutôt, ils sont là pour critiquer, pour dire changer l'entraîneur, changer les joueurs, insulter, crier. Donc il faut que le Togolais ait l'esprit de motiver, d'encourager jusqu'à la dernière minute, jouer, crier, pousser l'équipe à la victoire. Maintenant, quant à l'AS Togo Port, ils ont atteint leur objectif, mais il reste beaucoup de travail à faire entre le compartiment, entre la défense, les milieux et l'attaque. Donc je pense que les entraîneurs, s'ils nous suivent, ils vont prendre nos remarques en considération et travailler plus pour mieux vraiment s'en sortir pour les playoffs. Peut-être qu'on reviendra sur ces clubs-là pour parler des playoffs qui vont se disputer. Bien évidemment, après les playoffs, on va parler du continent également, le plan continental. Mais partons donc au nord pour parler des 3 clubs qui sont qualifiés également pour les playoffs. ASCO, ASK, AS Bina. C'est comme vous l'avez dit pour la zone sud. C'était parti... c'était parti aussi tambour battant vers le nord où les condamnés n'ont pas donné le temps. Finalement, ils ont fini le championnat sans défaite. Sans défaite, hein. Donc, bravo à eux. Je pense qu'il faut de ces gens d'équipe pour booster les autres, pour que les autres aussi travaillent. Donc, je pense qu'ils sont partis, ils ont maintenu la tête, ils ont fini en premier. Donc, félicitations à eux, félicitations à leur président, l'honorable Menya Singbe, qui met beaucoup de moyens, qui sait commence par bien manager l'équipe. Félicitations aussi au manager Abalo de Serre, félicitations à tous les membres du staff. Vraiment félicitations aux supporters. On a vu ce qui a entouré cette équipe. Elle ne peut qu'être championne. Maintenant, c'est les habitués quant à ACK. Donc, c'est des pairs d'équipe de la même ville. Donc, je pense que si l'autre est là, il tire l'autre, ça ne fera que marcher. Félicitations aussi à ACK. Cette année, ils n'ont pas tirer les autres, mais plutôt on les a tirés. C'est bon. Donc moi je félicite leur entraîneur, un très jeune entraîneur, Tchagara, qui a fait du bon boulot. Les joueurs aussi ont été vraiment rajeunis et puis l'effectif a été diminué. Donc cette expérience que le président de l'ACK, le président d'honneur de l'ACK a faite, donc je pense que ça a marché. Maintenant on verra si au niveau des playoffs ces jeunes pourront supporter les intensités, la densité, les intensités du jeu pour terminer sur un bon rang. Bon, l'AS Bina, c'est un problème. Les cornes de la Bina. Donc, ils ont aussi eu un grand coach. Peut-être autour du coach, il y a eu un bon projet. Wadjalantan. Oui, Wadjalantan, félicitations à lui. Il y a un bon projet, il y a une bonne planification, il y a une bonne organisation. Donc, le résultat ne pourra que suivre. Parce que quand vous les voyez dans leur progression, seules peut-être certaines équipes qui ont réussi à les battre, ils ont tenu tête à ACK, ils ont tenu tête à ASCO. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel dans cette équipe, il y a du potentiel des joueurs. Donc félicitations au président d'honneur Pré, félicitations à tout le bureau et félicitations au staff et spécialement au Wadjalantan. Voilà, donc on va quand même s'intéresser à certains clubs là-bas. Vous avez effleuré la situation au passage, mais c'est quand même intéressant qu'on puisse revenir, puisque juste derrière l'AS Bina, il y a Unisport qui était en embuscade là, avec la situation que Unisport a connue, le renvoi de l'entraîneur Noutoudia Maurice, voilà, Noutoudia Maurice, certainement que c'est une situation qui vous a peut-être fait un peu de mal, mais aujourd'hui avec le résultat, on se dit peut-être qu'il fallait cette situation pour que Unisport puisse remonter la pente. Non, moi je pense que c'est des erreurs que nos clubs commettent. Un entraîneur n'est pas obligé de faire 5 sur 5 les résultats. On suit les championnats africains, on suit les championnats européens. Quelles que soient les situations, je pense que c'est le projet sur lequel l'entraîneur est recruté. C'est sur ce projet qu'il doit être. Donc rien ne sert à un match près, à 2 matchs près,
commencer par parler de l'entraîneur. Peut-être que la population ne l'a pas accepté. Le président du club a fait tout pour l'amener. Donc il faut que les entraîneurs pensent à ces gens, à la situation sociale de là où ils vont travailler. Il faut qu'ils fassent tout pour que la société les accepte, pour qu'ils puissent vraiment faire librement leur travail et atteindre l'objectif que les clubs les fixent. Sinon, moi, c'est des erreurs qui ont fait que Unisport n'a pas atteint le play-off. Surtout le problème en changeant l'entraîneur Moussoudian Maurice. Ils n'ont plus d'entraîneur. Moi, je pense que celui qui était sur le banc de touche, on a été saisi. C'était à Banda, il n'est pas qualifié. Il a fait que la préparation physique. Il n'est pas entraîneur titulaire. Celui qui est venu aussi, quelle qualification il a, quelle expérience il a pour que Unisport puisse vraiment penser aller jouer au premier rôle dans cette poule. Donc, c'est des situations que les présidents de club doivent prendre la hauteur pour pouvoir gérer et vraiment gérer positivement pour que le club puisse avancer. Merci infiniment, coach. Je crois que nous allons essayer de boucler ce sujet-là parce que le temps risque de nous prendre court. On va boucler ce sujet-là et on va passer donc au championnat scolaire, puisque là, la réaction du directeur des sports scolaires et universitaires, cette réaction nous attend de l'autre côté, une réaction un peu longue, si vous permettez. Donc, on va suivre cette réaction, puisque c'est donc, comme nous l'avions dit, pour le championnat national de football de première division, c'est la fin de la phase de groupe. Il y aura certainement tirage au sort pour passer donc au play-off et tout cela. Donc, nous pourrions revenir en commentaire sur... Non, le play-off ne va pas être un tirage au sort. Ça va se jouer en championnat normal. En championnat normal. Aller-retour. Ça dit que la poule A va voyager sur la poule B. La poule B va voyager sur la... C'est un championnat national que les 6 clubs vont jouer. D'accord. On reviendra forcément sur ces détails-là dans notre prochaine émission. Mais permettez que nous puissions retourner à la régie et prendre l'interview, suivre l'interview de Ayouba Zibo. C'est par rapport donc au championnat scolaire. Là également, ça bouillonne assez dans les établissements et c'est très intéressant aussi d'en parler. On y va. Merci d'abord à la TV2 de me donner l'opportunité de parler des championnats scolaires et universitaires. Je voudrais tout d'abord préciser que les championnats scolaires et universitaires ont été officiellement lancés en novembre à Tabligo. Et il y a eu la phase d'enregistrement des établissements et d'établissement des licences qui ont suivi avant que les compétitions ne commencent officiellement en février passé. Les championnats scolaires et universitaires revêtent 3 aspects très importants. Il y a un aspect lié à la santé. Nous savons tous que la pratique du sport contribue à l'amélioration de la santé par l'acquisition d'une bonne condition physique, l'acquisition d'un bon capital santé bien-être, l'acquisition des habiletés motrices et le renforcement du caractère et le renforcement des qualités également sociales. Il y a un aspect lié également à l'éducation. Depuis quelques années, chaque fois que nous voudrions organiser les championnats sur instruction des autorités, nous dégageons un thème qui porte sur le civisme et la citoyenneté afin de pouvoir sensibiliser le monde scolaire, sportif et le monde sportif et universitaire sur un certain nombre de valeurs civiques et citoyennes. Donc il y a le 3e aspect est relatif à la réussite sportive. Donc c'est peut-être le 3e aspect, mais le plus important qui est vu par tout le monde. Le championnat scolaire et universitaire, c'est une passerelle vers la pratique du sport de haut niveau. Donc nous mettons l'accent sur la pratique des sports scolaires pour procéder à la détection des talents et encourager la pratique en milieu scolaire pour contribuer au développement du sport dans notre pays. Au niveau de l'organisation pratique, nous pouvons dire que l'organisation des championnats scolaires porte sur 4 volets. Le premier volet après le lancement, il y a le lancement officiel qui est une activité principale
au niveau des championnats scolaires qui permet à ce que dans un chef-lieu de préfecture ou chef-lieu de région, tous les acteurs se réunissent pour procéder officiellement, les autorités procèdent officiellement au lancement des activités. C'est comme l'ouverture d'une saison sportive pour les fédérations. Donc après le lancement officiel, il y a la phase préfectorale des compétitions. Actuellement, nous sommes de plein pied dans la phase préfectorale. Au niveau de chaque inspection préfectorale, les compétitions se déroulent. Les équipes qualifiées au niveau des inspections préfectorales prennent part à la deuxième phase qui est la phase des finales régionales. Donc à la phase des finales régionales, les compétitions vont se dérouler, c'est-à-dire les différentes équipes qualifiées au niveau des inspections préfectorales se réunissent au niveau du chef-lieu de région pour prendre part aux finales régionales. Maintenant, la troisième phase, c'est la phase des finales nationales, c'est-à-dire les équipes qualifiées au niveau des différentes phases régionales prennent part maintenant à la phase des finales nationales. En marge de cette organisation structurelle au niveau des inspections régions et nationales, il y a les universités également qui organisent les championnats universitaires. L'université de Lomé qui organise son championnat à l'université de Lomé, il y a l'université de Kara qui organise son championnat également, et les équipes qualifiées au niveau des universités également, ensemble avec les équipes qualifiées au niveau des scolaires, prennent part maintenant au final national. Oui, la précédente question m'a permis d'aborder le volet structurel. La question que vous venez de poser va porter sur l'organisation au niveau institutionnel. Les championnats scolaires sont portés par le ministère des Sports et des Loisirs. En début d'année, il y a une lettre interministérielle qui est signée de tous les ministères impliqués. Le ministère des Sports, les ministères des Enseignements et le ministère de l'Enseignement supérieur, tous signent cette lettre circulaire interministérielle pour annoncer d'abord le démarrage des championnats scolaires, avant même le lancement officiel. Ça, c'est au volet institutionnel. Quand cette lettre est signée et envoyée à tous les acteurs, le ministère des Sports et des Loisirs écrit à toutes les fédérations concernées pour solliciter ou bien pour les impliquer à l'organisation. Donc les acteurs de l'éducation, les fédérations, les parents d'élèves, et surtout particulièrement par rapport à l'organisation de cette année, les collectivités locales ont été également impliquées. Aucun acteur n'a été laissé de côté. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Tous les acteurs ont été impliqués à l'organisation de ce vaste championnat scolaire et universitaire. Les championnats scolaires et universitaires ont leur soubassement par rapport à un certain nombre de règlements. Nous avons les règlements généraux, nous avons les directives et il y a des règlements de compétition qui sont élaborés à partir des règlements généraux et des directives au niveau des différentes inspections pour le déroulement de nos championnats. Donc en ce sens, le ministère a contribué, a mis les moyens pour acquérir du matériel pour la numérisation des licences. Cette année, nos licences ont été numérisées. Nous avons des licences de 7 formes cette année qui viennent remplacer les licences en carton qu'on avait utilisées par le passé. Ces licences donnaient la chance aux acteurs sur le terrain de par moment décoller des photos, de les remplacer par d'autres acteurs, de frauder sur l'âge et sur les identités. Donc à partir de ces licences numérisées, nous avons considérablement quand même contribué à pouvoir freiner un peu ces différentes pratiques qui viennent ternir un peu l'image des championnats scolaires et universitaires. Par rapport à la pandémie, cette année, il a été autorisé officiellement l'organisation du championnat au niveau de l'athlétisme. Nous avons mis l'accent sur les courses, les courses de vitesse 80 mètres, 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Nous avons également programmé le saut en longueur et au niveau des sports collectifs, nous avons obtenu une dérogation spéciale pour inscrire le football masculin féminin au niveau de la catégorie des U15. Donc, de façon générale, je peux vous dire qu'au niveau de la DISU,
On est à près de 5000 licences déjà établies, confondues au niveau du football et au niveau de l'athlétisme. On a pu avoir environ 300 établissements inscrits au niveau du football et environ 142 établissements inscrits au niveau de l'athlétisme. Oui, au niveau de l'importance de ces championnats, le troisième aspect que j'avais évoqué était l'aspect sportif. Et je voudrais également souligner que le ministère des Sports travaille en collaboration avec tous les acteurs et notamment avec les directeurs techniques nationaux des fédérations concernées, des disciplines concernées au niveau de nos championnats. Le ministère a écrit à ces fédérations pour demander à ce que ces fédérations mettent ou bien instruisent les directeurs techniques régionaux, les différentes structures déconcentrées à travailler en collaboration avec les directions régionales et les inspections préfectorales dans le cadre de la détection des talents. Donc à la fin de ces championnats, je voudrais rappeler que nous allons disposer des équipes au niveau du football, nous allons disposer des équipes régionales. On fera des sélections et on aura des équipes, des sélections régionales. Les sélections régionales vont rentrer en compétition pour qu'à la fin ou bien au sortir de ces championnats au Togo, on puisse disposer d'une équipe nationale scolaire U15 et masculin et féminine également dans les deux sexes. La même sélection sera faite également au niveau des universités et la même sélection sera faite également au niveau de l'athlétisme. Donc ça veut dire qu'au niveau des différentes disciplines, on pourra à terme, à la fin de ces championnats, disposer des équipes nationales scolaires au niveau du football, au niveau de l'athlétisme, au niveau scolaire et au niveau universitaire également. Permettez que je remercie déjà le chef de l'État, le gouvernement et Madame le ministre des Sports et des Loisirs pour l'attention particulière accordée aux championnats scolaires et universitaires. Je dis qu'on était encore en pleine pandémie quand nous avons eu l'autorisation de lancer et d'organiser ces championnats cette année. Je voudrais vraiment remercier les autorités pour l'attention non seulement accordée aux championnats scolaires, mais l'attention accordée à toute la jeunesse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le lieu privilégié où on peut trouver la jeunesse est au milieu scolaire et en milieu universitaire. Donc je voudrais leur remercier pour ça et pour l'accompagnement financier également, parce que la DISU dispose d'une subvention pour l'organisation des championnats scolaires et universitaires. Nous disons que le chantier est vaste, le chantier est grand. L'État seul ne peut pas faire tout le travail. L'État seul ne peut pas à financer l'organisation des championnats scolaires et universitaires aujourd'hui de façon à ce que, au niveau de la direction, nous puissions dire que nous avons totale satisfaction. Bon, c'est pour peut-être appeler également les sponsors, les collectivités locales, l'ensemble des acteurs à soutenir les initiatives de l'État, tout en demandant quand même une augmentation de la subvention. Je voudrais inviter l'ensemble des acteurs, les sociétés de la place à accompagner toutes ces initiatives, parce que les volets que j'ai évoqués sont des volets d'ordre général. L'éducation, la santé, l'épanouissement de la jeunesse, ça passe également par la pratique des sports. Il faut que nous soyons de façon substantielle accompagner et appuyer afin que nos objectifs soient véritablement atteints. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier les plus hautes autorités pour le soutien qu'elles nous apportent. Je voudrais saluer la franche collaboration que nous avons constatée cette année avec les ministères impliqués, parce qu'au-delà de tout, il y a même un comité interministériel qui est mis en place également pour accompagner l'organisation de ces championnats. Je voudrais saluer les directeurs régionaux de l'éducation et des sports, les inspecteurs, les proviseurs et les chefs d'établissement, surtout qui ont eu confiance en nous malgré toutes les difficultés à inscrire leur établissement. Je voudrais saluer les enseignants de PS, les encadreurs qui sont sur le terrain. Je voudrais faire un coucou particulier à l'équipe technique de la direction des sports scolaires et universitaires qui s'est mis à l'œuvre cette année
par rapport à l'expérimentation de la production des licences numérisées. Ça n'a pas été tâche aisée, mais je voudrais vraiment leur adresser toute ma gratitude et mes félicitations pour le travail qui a été abattu et inviter les chefs d'établissement qui n'ont pas pu nous rejoindre cette année. Nous savons qu'il y a eu la pandémie, il y a eu beaucoup d'autres facteurs, mais j'avoue qu'il faut quand même que les chefs d'établissement puissent créer les conditions et donner la chance à nos enfants, à nos petits frères d'exercer, de pratiquer les différents sports afin de contribuer également à leur épanouissement par les activités sportives et de loisirs. Je voudrais remercier également la TV2, l'ensemble des médias qui sont derrière ces championnats scolaires, qui nous accompagnent, qui motivent, qui portent les valeurs des sports à travers leurs différentes communications. Et voilà, donc c'était la réaction ou l'interview du directeur des sports scolaires et universitaires. C'est par donc cette interview-là que nous allons clôturer cette émission, mais on ne pourra pas se séparer. Dans ce championnat scolaire, il y a plusieurs disciplines, mais il y a une partie qui vous intéresse, c'est le football. Vous êtes impliqué, vous êtes concerné, et quelles sont vos interventions dans ce domaine? Effectivement, comme M. Zibo vient de le dire, ils ont écrit à toutes les fédérations, le ministère a écrit à toutes les fédérations pour un appui technique où nous étions concernés. Nous avons essayé de mettre nos points focaux, les CTR à la disposition de l'organisation pour leur permettre de suivre les matchs et puis de faire la détection. Voilà un peu notre contribution, parce que au niveau du football, il faut des connaisseurs, des techniciens qui puissent savoir les critères de recrutement de bons talents et le faire en compagnie de l'ensemble de l'organisation et donner aussi leur point de vue. D'accord. Il a dit qu'à la fin, il y aura donc la formation d'une sélection régionale, donc, sélection nationale. Il y aura une équipe régionale, nationale, régionale U15 qui va être gérée par les établissements et qui va dans tous les cas être bénéfique pour le football togolais, où les sélectionneurs nationaux peuvent aller voir des talents et renforcer leur équipe. Je pense que c'est l'objectif même, pour que ces jeunes aussi talents, qu'on ne les perd pas dans l'air, qui puissent être concentrés au niveau de nos équipes nationales pour permettre maintenant l'émergence de ces équipes nationales. Monsieur le directeur technique national, merci d'être passé sur notre plateau. Nieni Sebabi, c'est ici qu'on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup. Plaisir pour moi de toujours répondre à vos appels et de partager nos petites expériences en matière de football au public sportif. Donc, je vous dis merci. Et puis, à nous revoir prochainement. Merci à Djelil déjà derrière la caméra qui a cadré. C'est bien lui qui a assuré également le montage des éléments. Merci à Eloge Kao pour la collaboration extérieure. Simon Aoui était donc derrière les touches électroniques pour vous envoyer les images de cette émission. Les images, bien évidemment, que vous allez retrouver mercredi à 11h sur la de votre chaîne de proximité, et pour les internautes sur la page Facebook, retrouvez l'intégralité de cette émission. On reviendra lundi prochain sur d'autres sujets, bien évidemment, et tout ceci pour donc vous garder au bain de l'actualité sportive. D'ici jusque là, portez-vous bien et que le ciel vous protège. À très bientôt sur la TV2.